Bonsoir à tous, merci d'être avec nous ce soir dans une émission spéciale à l'occasion du 14 juillet, une date mythique, une date importante pour les Français du monde entier. J'ai le plaisir et l'honneur d'avoir avec nous en studio pour cette émission spéciale son Excellence l'ambassadeur de France en Israël, Monsieur Éric Danon. Bonsoir Monsieur Danon. Bonsoir. Ravi de vous avoir avec nous en studio dans une période si difficile où nous n'avons pas d'invités en studio depuis maintenant plusieurs mois, mais nous avons eu la chance d'obtenir l'autorisation de vous recevoir pour marquer cette date que nous aimons marquer chaque année sur les ondes de Cannes en français, le 14 juillet, parce que c'est le jour du rassemblement des francophones d'Israël autour de l'ambassade de France, autour de toute l'institution française dans notre pays. Et voilà, donc j'avais très envie que nos amis francophones d'Israël vous connaissent un petit peu mieux, vous découvrent, parce que vous venez d'arriver, hein, et puis on a eu plusieurs mois de confinement, etc. Donc on n'a pas encore eu l'occasion vraiment de vous rencontrer, de vous entendre, de vous voir. Donc c'est l'occasion pour nous de découvrir qui est l'homme qui se cache derrière le drapeau français. Alors, monsieur l'ambassadeur, racontez-nous un petit peu pourquoi avoir choisi une carrière de diplomate. Qu'est-ce qui vous a tenté dans ce chemin si compliqué, mais en même temps passionnant, j'imagine? Écoutez, d'abord, bonsoir, et je suis moi aussi ravi d'être ici et de pouvoir m'adresser à travers vous à l'ensemble de la communauté française et francophone en Israël en ce jour si particulier. Écoutez, comment est-ce que je suis devenu diplomate et pourquoi surtout je suis devenu diplomate? C'est une question qui m'oblige à remonter un peu en arrière parce que je viens d'une famille qui a été ballottée par l'histoire, avec des parents nés en Égypte, à Alexandrie, 4 grands-parents nés à Constantinople, à Rhodes, à Beyrouth et au Caire. Et les histoires de mon enfance étaient des histoires d'ailleurs. C'était des histoires d'une Alexandrie mythifiée, ouverte, rayonnante, accueillante de toutes les cultures. Et puis, c'est vrai que ma mère, qui était, j'allais dire, férue de philosophie et d'anthropologie, m'a très vite donné l'envie d'essayer de comprendre le monde à travers la complexité des relations entre les hommes. Et mon père, lui, était plutôt un scientifique tourné vers le commerce international, et lui, il m'a donné l'envie de parcourir le monde pour essayer aussi, modestement, bien entendu, de le rendre meilleur. Et donc, c'était une espèce de double démarche familiale, exigeante de leur part, de compréhension et d'action. Alors, dans ces conditions, je dirais que le choix du Quai d'Orsay, donc du ministère des Affaires étrangères, s'est fait très naturellement à la sortie de l'ENA. Il y avait, bien sûr, l'honneur de servir les intérêts de la France, parce que ma famille considérait qu'accueillie par la France, elle avait une sorte de dette vis-à-vis de ce pays d'accueil. En quelle année votre famille est arrivée en France? Alors, ma mère en 51 et mon père en 48. 48-49. Et puis le reste de la famille a été chassé en 56 au moment de la crise de Suez, et tout le monde s'est retrouvé après Suez à Paris, pour une partie en Israël, pour une autre partie de la famille. Et moi j'arrive en 57, et donc je suis né à Paris. J'aurais pu naître en Égypte quelques années plus tôt, si l'on peut dire. Et donc l'intégration en France, comment s'est-elle passée? Ils sont venus parce que ma grand-mère paternelle, née à Rhodes, qui était italienne à l'époque, mon grand-père, la famille de mon père a réussi à avoir des passeports italiens pour partir d'Égypte, ce qui était compliqué. Avant, il n'avait pas de nationalité. Et ma mère, à travers sa famille, a réussi à récupérer, avec ma grand-mère maternelle, des passeports anglais
par un trafic de passeports qui s'était fait grâce au consul britannique à Bombay à l'époque. Enfin, c'est une longue histoire. Et bref, armés, elle d'un passeport britannique et lui d'un passeport italien, ils sont arrivés en France et ils ont été naturalisés beaucoup plus tard en 65. Ils ont été après 10 ans en France. Moi, j'étais né en France, mais j'ai dû être, comme on dit, confirmé à 18 ans. C'était la procédure à l'époque, confirmé français. Quel était le nom de famille de votre maman ? Roy, car c'était le nom de mon grand-père maternel, né au Caire. La famille Roy, donc. La famille Roy, mon grand-père était donc du Caire, donc séfarade, mais ma grand-mère maternelle, c'est une Kazarnovski de Russie, passée par Odessa, après les pogroms de Nijni Novgorod et de 1903, et apparenté à celui qui est mon arrière-oncle, à la famille Ravkin, à Valdemar Ravkin, qui était un sioniste convaincu, qui a d'ailleurs participé à la conférence de San Remo, dont on fête le centenaire cette année. Donc il y avait un peu de tout dans la famille, et une problématique d'intégration très, très forte, d'où pour moi un parcours d'intégration, j'allais dire scolaire et universitaire très long. Avec un désir d'excellence, j'imagine, de la part de vos parents. C'était ça l'idée. Comme beaucoup d'immigrés de Comme l'époque. de beaucoup d'immigrés très, très pauvres, seules les études et le travail étaient la voie de sortie. Et donc, sans que ça ait été, je dirais, difficile, parce que en plus, le savoir et la connaissance étaient heureux dans la famille. C'était pas problématique. Mais c'est vrai que quand on regarde a posteriori, c'est-à-dire Normal Sup, l'agrégation de physique, Sciences Po et l'ENA, on se dit, oh là là, qu'est-ce que c'est que ça ? Vous êtes passé par ces quatre-là, oui, absolument. Par la physique aussi. Ah oui, je suis passé par la physique avant. Et il y avait, ça a été, et c'est d'ailleurs toujours d'un très grand intérêt pour moi, mais j'ai découvert à Sciences Po, j'allais dire, le reste du monde, ce qui était non scientifique, et ça m'a plu aussi énormément. Et donc je suis issu, j'allais dire, de cette double culture qui m'a conduit effectivement à devenir diplomate. Voilà, il y avait la subtilité des négociations internationales, il y avait surtout l'intérêt et la curiosité des autres cultures. Voilà pourquoi je suis devenu effectivement diplomate. Alors le début de votre carrière de diplomate, elle commence comment ? Elle commence par quoi ? Comme j'avais déjà beaucoup travaillé dans les affaires politico-militaires, elle a commencé par d'être chargé du dossier des armes chimiques et de l'espace extra-atmosphérique. En fait, toute ma carrière, elle se divise, elle commence à être longue, donc il faut la résumer très, très brièvement en 3 grandes parties. Il y a les questions stratégiques au sens large et surtout le nucléaire, sur lequel j'ai évidemment beaucoup travaillé, y compris sur la question iranienne. Et puis il y a un deuxième grand volet qui est la lutte contre certaines menaces, dont le terrorisme et le crime organisé, ce qui m'a pris énormément de ma vie depuis 40 ans. Et puis une partie de coopération-développement qui m'a amené, entre autres, à travailler en Afrique sur la bonne gouvernance et les questions des systèmes de santé. Alors dans ma carrière, j'ai eu des postes d'ambassadeur à Genève pour le désarmement. J'ai eu mon dernier poste juste avant de venir ici, j'étais directeur politique adjoint. Je me suis beaucoup occupé des questions de Sahel et de Proche-Orient. J'ai fait beaucoup de cabinets ministériels, dont le poste de directeur de cabinet du ministre de la Coopération à une époque. Il faudrait décrire en 35 ans de carrière, ça fait beaucoup de choses. Voilà, c'est ça. Mais alors, si je retiens bien, l'Iran, la lutte antiterroriste, donc c'est quand même 2 points qui sont importants chez nous, dans cette région du monde. Donc ça doit quand même être un bagage très significatif pour votre poste ici. Oui, je crois que ça n'a sans doute pas été tout à fait absent dans le fait d'être nommé ici. Ce sont des questions d'abord très, très importantes, très lourdes, et puis sur lesquelles je me suis spécialisé pendant des années. Donc effectivement, j'arrive ici avec un bagage qui me permet de parler, j'allais dire, assez en profondeur, aussi bien techniquement que politiquement de ces sujets-là. Voilà.
Et vous aviez désiré venir en poste en Israël ou... Oui, je l'espérais sans l'espérer. Vous savez, quand je suis rentré au Quai d'Orsay, ce que m'a dit le secrétaire général de l'époque, c'est mon jeune ami, vous ne serez jamais nommé en Israël avec le nom que vous avez. On était à l'époque dans la suspicion de la double allégeance. Et donc j'ai collé ma démission. J'ai démissionné le jour où je suis rentré au Quai d'Orsay. C'est vrai. Oui, et il m'a dit, mais non, ne le prenez pas. Oui, j'ai dit, mais si on me soupçonne, dès mon entrée au Quai, d'une allégeance autre que celle à la République française, autant partir tout de suite. Et alors le type était assez gêné, et il m'a dit, mais non, vous en faites pas, il y a quand même 180 autres pays. Enfin bon, bref, je suis resté. Il a essayé de se rattraper aux branches, il était d'ailleurs assez pathétique. Et donc, en fait, on ne nommait pas d'ambassadeur d'origine juive en Israël jusqu'à moi, si je puis dire. Et donc, symboliquement, on peut dire que ma nomination représente quelque chose, même si ça ne change rien sur le fond, c'est-à-dire que sur les positions que je prends, les gens pensent parfois qu'un ambassadeur, c'est lui qui fait la politique ou la position française. Mais non, c'est pas vrai, c'est évidemment Paris qui fait la position. Et moi, je suis là pour l'expliquer, mais aussi pour expliquer à Paris ce qui se passe vraiment ici. Et la description de la réalité d'un pays aussi compliqué qu'Israël n'est pas chose facile. Et donc, voilà. Et puis, j'ai, par rapport évidemment à ce pays, sans doute une empathie différente que mes prédécesseurs et, je l'espère, une capacité à le comprendre différente, mais ce serait peut-être présomptueux de ma part. Mais en tout cas... Donc là, ça a joué en votre faveur, en fait. Ça a joué à la fois, je pense, les compétences sur les sujets difficiles, parce que ça a vraiment été ma spécialité, la lutte contre le terrorisme. Et puis, voilà, peut-être cette dimension-là aussi d'une personne d'origine juive. Je dis souvent d'origine juive parce que j'ai pas de pratique moi-même religieuse. À la maison, il n'y avait pas de pratique, il y avait des discussions infinies sur Israël. Il y avait une identité, un sentiment d'appartenance au peuple, à l'histoire. C'est très curieux. En fait, oui, il y avait incontestablement un sentiment d'appartenance au peuple. Il y avait une relation compliquée et qui provoquait des débats à la maison entre mon père et ma mère autour de la question d'Israël. Et vous écoutiez petit? Moi j'étais petit et donc voilà, quand vous avez 10 ans, vous écoutez simplement et parce que mon père était un séfarade né en Égypte et qui n'avait pas connu la Shoah. Et donc au moment de la création d'Israël, il a dit, mais ça j'étais pas né encore, il disait il y a un risque. Et le risque, c'est qu'un jour, on nous oblige à aller là-bas. Alors que mon combat, disait-il, et c'était un combat fort pour lui, c'est que les Juifs soient bien partout dans le monde. Et que, voilà, il y avait ce risque-là qu'il prenait. Ma mère était plus classique, si on peut dire, Israël, c'est l'assurance vie de mes enfants. Bon, ça c'est la position, j'allais dire, classique des Juifs de la diaspora. Et donc, entre eux, parfois, effectivement, autour de la question d'Israël, c'était compliqué. Et puis, ça a changé après 67. La guerre des 6 jours, je dois dire... Ça a fait basculer Ça fait un peu basculer beaucoup de choses. Il y a un avant et un après. Moi, j'ai 10 ans. Je comprends pas trop ce qui se passe. On a une télévision en noir et blanc à la maison et je vois les Mirage 3 israéliens dans le ciel. Là, je comprends rien de ce qui se passe. Et je demande à mon père. Et pour la première fois, et c'est là que la question identitaire joue, il va dire « nous » en parlant des Juifs, ce qu'il ne disait jamais avant. Et ça, vous l'avez retenu, vous l'avez entendu. Ah oui, parce qu'il m'a dit quelque chose d'assez fort et en même temps un peu comme ça, un peu ridicule. Il m'a dit « ne t'en fais pas ». Je me souviendrai toujours, il était devant moi, il m'a regardé comme ça. Là-bas, nous sommes 3,5 millions. En face, ils ne sont que 120 millions. Ils n'ont aucune chance. Il avait de l'humour, votre papa. Il avait de l'humour. Et alors, ça m'est toujours resté, cette espèce de certitude qu'il avait, que de toute façon, à partir de 67, à partir du moment où le pays avait 20 ans d'existence, au fond,
il pouvait avoir peur pour son existence, mais pas fondamentalement peur. Il avait l'idée que ça y est, c'était cranté, pourrait-on dire, et que après il faudrait défendre un certain nombre de valeurs. Mais j'entends aussi un petit peu dans ses propos l'idée que quand le peuple est uni, quand il est uni quelque part au même endroit, donc ces 3 millions dont il parlait, ils sont très forts en fait. Ah oui, le peuple est fort à ce moment-là. Mais ça a toujours été... Alors que lorsqu'on est en diaspora, un à gauche, un à droite, dispersé, désunis, etc., c'est plus compliqué quand même. C'est plus compliqué. Et en même temps, il était... Mais alors non, pas lui. En fait, ma grand-mère était dans une peur d'une désacralisation de la terre d'Israël par la possession de la terre. Intéressant. Ah oui, c'est-à-dire que, par exemple, mais bon, elle est décédée depuis longtemps, donc la problématique de Jérusalem ne se posait pas. Mais un jour où je lui en parlais, donc elle était donc fille de, elle était, la nièce de sionistes convaincus. Elle était dans une logique, mais vouloir posséder Jérusalem, c'est le veau d'or. On va la désacraliser. Et elle m'a dit, peu de temps avant de mourir, que il fallait se méfier de ne pas tuer la promesse, c'est-à-dire l'an prochain à Jérusalem, c'est quoi si on possède Jérusalem? C'est quoi si on y est? Et ça lui posait problème. La discussion entre les Juifs de diaspora et les Juifs en Israël, hein, c'est une vraie discussion. C'est une vraie discussion, bien sûr. De vrais arguments. C'est simplement tout ça pour dire que, c'était des débats familiaux, si l'on peut dire. Et vous disiez tout à l'heure en début d'émission que vous avez de la famille ici ? Oui, alors que j'ai retrouvé, malheureusement à cause du Covid, là c'est un peu compliqué, mais oui, mon grand-père paternel, Danon, celui d'Istanbul, avait des frères et sœurs, dont un frère, donc lui est parti à Alexandrie, mais un de ses frères est venu en Israël, et les enfants de cette personne, ils sont aujourd'hui là, et ont l'âge d'un de mes oncles qui a 90 ans, et qui devait venir là pour le voir, pour se retrouver, parce qu'on les avait totalement perdus. Et c'est quand même une terre de miracles ici, et j'ai réussi. Une dame, un jour, je reçois un mail, c'était il y a 3-4 mois, juste avant la crise du Covid, qui me dit, mon grand-oncle, mon grand-père, mon machin, elle me dit, est-ce que par hasard, ça a à voir avec vous? Et c'était absolument, évidemment, la famille, quoi. Voilà. Incroyable. Oui, voilà, de belles choses arrivent ici. Alors, durant votre carrière, j'imagine que vous avez vécu des moments importants, des moments qui vous ont marqué, qui vous ont peut-être même bouleversé. Quels sont ces moments forts de votre carrière de diplomate ? 35 ans, vous savez, il y en a des moments, mais oui, on peut... Les plus forts. Déjà, ma nomination ici. Après tout, c'est un vrai moment d'émotion. Vous savez, le jour où, d'un coup, le ministre vous dit Danon, vous partez en Israël, vous n'en revenez pas. Je veux dire, je ne l'avais pas demandé. Ah, vous ne l'aviez pas demandé? C'est impossible. Je veux dire, j'étais en autocensure. Ah oui. Oui, puisqu'il n'y en avait jamais eu. Pourquoi donc, c'était une vraie surprise pour vous, mais total. Quand on me l'a dit en février, et quand j'en ai eu la confirmation... Enfin, pas la confirmation, mais l'idée 2-3 jours avant, parce qu'évidemment le bruit a commencé à courir, je n'en revenais pas. Et c'était une décision qui venait du ministère ou du président directement. Donc le président a voulu un peu innover, on va dire. Il faudra lui demander. On lui demandera quand tu viendras. C'est ce qu'il avait derrière la tête. Toujours est-il qu'il l'a fait, mais c'était aussi d'ailleurs une idée du ministre. C'est le ministre qui lui a proposé. Et d'habitude, le ministre propose plusieurs noms. Là, il m'a proposé que moi. Donc c'est quand même une proposition du ministre, mais évidemment une décision du président. Et alors la réaction dans la famille? Ça a été... tout le monde m'a écrit, de la famille, si ton père et ta mère étaient là. Quelle fierté. Ouais. Quel bonheur. J'arrive même pas à le dire. Je le dis à votre place alors. Un moment d'émotion certain. Voilà. Mais ils le savent, hein? Sans doute. Voilà. Et voilà, bon. Donc vous avez accepté sans hésiter, j'imagine? Mais immédiatement. Alors, j'ai fait une espèce de bond de kangourou jusqu'au plafond. Et puis, ça valait le coup toute cette carrière. Voilà. Oui, mais
c'est très juste ce que vous dites. C'est-à-dire, c'est comme si tout ce que j'avais fait avant m'avait conduit jusque-là. C'est ça, voilà, c'est le chemin qui vous a ramené ici. Et voilà, donc j'étais vraiment très, très heureux, très profondément fier. Et quand je suis arrivé ici, vous savez, les psys ont cette phrase, vous savez, il faut être aligné avec soi-même. Je n'ai jamais très bien compris ce que ça voulait dire, mais on voit l'image. Comme si on pouvait être droit comme une ligne. Voilà. Mais depuis que je suis ici, en fait, oui, il y a quelque chose de ça. Je me sens aligné avec moi-même, c'est-à-dire parfaitement bien à ma place. À votre place. Voilà. Alors après, si on revient en arrière dans les moments... je passe vite pour que l'émotion quand même ne m'envahisse pas trop. J'aime bien ce moment d'émotion. Ne le gâchez pas, monsieur l'ambassadeur. Voilà. Non, il y en a. Vous n'allez plus avoir envie de partir. Hein. Je sens. Ça, c'est très probable. C'est même sûr, d'ailleurs. Mais voilà, la vie est ainsi faite. Si on remonte, bon, on peut dire, vous voyez, il y a eu des choses il y a 10 ans, il y a 20 ans, il y a 30 ans. Mais il y a 10 ans, c'est un moment fort parce que je suis ambassadeur pour le désarmement. Je représente la France, notamment une conférence des Nations Unies qui est sur le traité de non-prolifération nucléaire. Et pour la première fois, je vais... parler au nom de la France à New York dans la grande salle qu'on voit parfois à la télévision, celle avec le marbre vert là. Et alors, bon, on appelle la France, donc je me lève, je vais là, vous marchez, vous montez, vous saluez le secrétaire général des Nations Unies, vous vous retournez et vous avez devant vous cette salle immense, c'est la communauté internationale, et vous démarrez votre discours au nom de la France et vous êtes à ce moment-là le représentant, sinon l'incarnation de la France. Il faut être modeste, mais le moment d'émotion est énorme. Là, pour un diplomate. Pour plein d'autres gens, ça pourrait être totalement absurde ou banal, sans intérêt. Quand vous êtes diplomate, c'est le moment du Graal, quoi. Vous êtes évidemment dans le... Pour un diplomate, mais aussi pour le fils de la famille d'Anne. Oui, aussi, voilà. Mais, tout joue à ce moment-là. C'est ça, tout se rejoue en fait. Tout se rejoue. Après, qu'est-ce qu'on peut dire ? Oui, 10 ans avant, alors on est en 2000. Ah, ça, c'est un autre moment d'émotion, c'est que de ma sous-direction de la sécurité à l'époque sort la Convention de lutte contre le financement du terrorisme. Et on l'a entièrement faite, j'allais dire, maison, et on n'avait pas d'opportunité pour la présenter, et il se trouve que malheureusement, il y a 2 attentats de Nairobi et Dar es Salaam en août 98. Et le ministre de l'époque, Védrine, me dit puisque vous êtes prêts, on lance cette initiative. Et là, l'émotion, elle vient du fait qu'on a négocié cette convention vraiment comme on le voulait nous, comme la France, comme les Français le voulaient, en moins d'1 an. Et c'est encore le record des Nations Unies. C'est la convention internationale qui a été négocier le plus vite possible, tellement nous l'avions bien préparé avant, sans savoir d'ailleurs si même un jour on allait la présenter. Et ça, c'est quand même aussi un moment important, convention qui évidemment est montée en puissance après les attentats du 11 septembre. Et puis, qu'est-ce qu'il y a ? Si je vais 10 ans avant, c'est il y a 30 ans. Alors là, il y a 30 ans, c'est l'émotion énorme de mes jeunes années au Quai d'Orsay. C'est la réunification de l'Allemagne. J'ai la chance inouïe d'avoir été parmi les 3 diplomates français à avoir suivi et été... La chute du mur ? Plus que la chute... Enfin, la chute du mur, oui, mais après, la négociation de la réunification de l'Allemagne, on était très, très peu. Et je dois dire que ça a été un an absolument fabuleux pour moi. Je veux dire, on était tout le temps en voyage aux États-Unis, en Russie. J'ai vu 24 fois Mikhail Gorbatchev à l'époque. Enfin bon. Et puis alors, le moment d'émotion, c'est le traité de Moscou. C'est-à-dire, c'est le moment où je suis dans la salle, où je vois les ministres signer la réunification de l'Allemagne, imaginez-vous. On était des enfants de la guerre froide. Et d'un coup, la guerre froide est finie. L'Allemagne est réunifiée et on sentait déjà que l'Union soviétique allait se casser la figure. Vous avez vraiment l'impression d'être dans un moment historique. Et quand vous avez vous-même participé, et moi j'ai eu mon petit rôle, mais dans cette négociation, vous êtes extrêmement ému, content, satisfait. Vous vous dites j'ai bien fait de choisir ce
métier-là plutôt qu'autre chose. Voilà. Mais c'est bien parce qu'on voit que tous ces moments forts là que vous avez traversés, eh bien, deviendront peut-être la trame d'un livre ou d'un ouvrage, parce que en fait vous traversez l'histoire et vous traversez les pays, les frontières, et en plus aujourd'hui en Israël. Alors je dis pas du tout que c'est votre fin de carrière, hein, loin de là, mais ça sera aussi un moment fort que vous raconterez aussi certainement. Vous avez pensé un jour à écrire ou... Oui, là je viens d'écrire pour les enfants l'histoire familiale, parce que je voulais leur laisser ça, mais je constate qu'il a fallu que j'arrive en Israël pour arriver à l'écrire. C'est quand même étonnant, parce que j'avais tous les éléments depuis bien longtemps, et je me suis assis un jour là à mon bureau. Et... Chez vous à la résidence ? Oui, et d'un coup... ça m'est venu comme ça. J'avais dans l'axe, j'allais dire devant moi, j'avais Rhodes. Légèrement sur la droite, j'avais dans l'axe Istanbul. En tournant encore plus, j'avais Beyrouth. Et sur ma gauche, j'avais Alexandrie et le Caire. Et derrière moi, j'avais Jérusalem. Magnifique. Et je me suis dit, c'est le moment. C'est le bon moment. Voilà. Et voilà, elle est écrite. Alors après, le reste, oui, l'histoire, bon, je l'écrirai... en temps voulu. En temps voulu, absolument. Voilà, tout à fait. Et justement, alors tout le long de ce parcours, alors à part votre père et votre mère, quelles ont été les personnes et les personnages et les personnalités qui vous ont inspiré, qui vous ont guidé ? Y en a-t-il eu ? Oui, en fait, je suis pas quelqu'un qui fonctionne dans un système, j'allais dire, d'admiration, d'identification fort, mais j'ai quand même évidemment des figures... Des rencontres peut-être, non ? Ah, des rencontres, oui. Alors, déjà, il y a les figures, j'allais dire, tutélaires, qui sont des figures de résistance. Bon, c'est très classique, mais quand vous êtes gamin et que vous êtes biberonné à Gandhi, à Mandela ou au De Gaulle de la Deuxième Guerre mondiale, ça vous inspire quand même. Je me souviens... On a le temps d'une anecdote. Bien sûr, grand oral de l'ENA, en président du jury. Alors j'étais le premier à passer parce qu'ils avaient tiré la lettre D. Alors évidemment, Danon, il passe en premier, quoi. Et le président du jury me demande comment est-ce que vous jugez quelqu'un ? Je commence à bafouiller quelque chose du genre, je regarde ses qualités, ses défauts, etc. Il balaye tout ça et il dit non. Quelle question vous posez ? Alors, je redis le même bafouillis comme ça, sans intérêt. Et là, il me dit non, une seule question. Je regarde le bonhomme, je dis qu'est-ce que ça veut dire ça ? Et j'ai dit, je regarde son âge, la Légion d'honneur sur canapé, si l'on peut dire, le plus haut grade. Et je me dis, il veut que je dise quelque chose, celui-là. Et j'ai dit, alors s'il y a une seule question, c'est forcément une question sans réponse, parce qu'autrement, ce serait trop facile de juger les gens. Et j'ai dit, la seule question qui vaille, je regarde comme ça, j'ai dit, c'est, aurait-il résisté ? Wow. Et je vois... Quelle tête a-t-il fait ? Je vois un léger sourire, les yeux émus, et je me suis dit que j'avais l'ENA. Très jolie histoire. Voilà. Donc il y a ces figures de résistance. Il y a aussi des figures de gens qui n'ont pas hésité à faire rupture. Et ça, surtout en sciences, c'est-à-dire Einstein ou Galilée, ou dans les arts aussi, Picasso et d'autres. C'est-à-dire c'est des gens qui, d'abord, payent le prix fort, généralement, et voilà, n'hésitent pas, au nom de leurs convictions, à remettre en cause quelque chose de global, quelque chose du monde. Que dire ? Non, puis j'ai eu des professeurs exceptionnels, pas tant d'ailleurs dans leur capacité technique, enfin dans leur connaissance, mais dans leur capacité plutôt à s'abstraire de leur connaissance pour donner leur vision du monde. C'est ce que représente un maître, normalement. Oui, justement. mais je veux dire, il y en a eu deux qui sont importants, un très important, parce que sur les questions de la violence et du terrorisme, c'est Michel Foucault au Collège de France, dont j'ai suivi les cours et pour qui j'ai bossé aussi un peu, et puis en physique atomique, Claude Cohen-Tanucci au Collège de France aussi. Et puis peut-être aussi un maître, allez, je lui dois ça, Richard Feynman, que j'avais rencontré à Caltech, le Californian Institute of Technology, qui m'a fait comprendre, parce que c'était un vulgarisateur extraordinaire, c'est lui qui m'a fait comprendre la physique quantique, et je lui dois ça, et c'est pas rien.
Voilà. La physique Donc, quantique. Oui, sur laquelle j'ai un peu travaillé aussi. Voilà. Donc oui, il y a des gens comme ça qui ont eu de l'influence. Voilà. Et puis il y a, d'innombrables rencontres, hein, bien entendu, dans une carrière. Vous voyez des chefs d'État, des ministres, etc. Mais encore une fois, je suis jamais, moi, dans un système de grande identification. J'ai plutôt tendance à prendre ce que je peux. Voilà, des gens que je rencontre comme ça. Est-ce qu'il y a des thèmes ou des combats qui sont importants pour vous, puisque vous parliez de la résistance tout à l'heure Oui. Des combats qui vous portent avec un but Quand vous faites ce métier, assez rapidement, votre engagement en faveur de la France devient un combat essentiel pour la défense de ses valeurs, de sa culture, de sa place, de son rang, etc. C'est devenu un vrai combat. Maintenant, il y a des combats, j'allais dire, plus récents, qui viennent avec l'âge, avec la famille, avec les 5 enfants. C'est quelle planète vous allez laisser aux enfants? Ça devient un combat en soi. Oui, ça devient une préoccupation qui est plus récente chez moi, mais qui est très, très profonde. Je pense maintenant, dans tout ce que je fais, dans tout ce que je négocie, il faut faire en sorte que la planète n'en soit pas abîmée. C'est quand même un critère maintenant très, très important. Et puis, mes combats, ça a été, 40 ans de lutte dans les aspects diplomatiques, de lutte contre le crime organisé, le terrorisme, le blanchiment d'argent, tout ça, ça a été quand même un vrai combat. Au bout du compte, le seul engagement qui vaille globalement, bien entendu, pour un diplomate, c'est l'engagement pour la paix. Et on essaye de faire en sorte que tout tourne autour de ça. Mais le côté qu'est-ce que je vais laisser aux enfants devient un combat important aujourd'hui pour moi. Alors revenons à votre poste en Israël. Vous n'avez pas encore eu beaucoup d'occasions, mais quand même quelques-unes avant la grande crise du Covid-19, cette pandémie qui nous a tous, j'ai envie de dire, bouleversés et puis en même temps confinés. Vous avez eu l'occasion de rencontrer quand même la communauté francophone en Israël. Bien sûr. Quelle est votre impression? Elle est pas homogène, bien évidemment. Il y a des Français du nord au sud du pays qui sont là depuis 50 ans ou qui viennent de débarquer. Donc elle n'est pas du tout homogène dans sa composition, dans sa manière de voir. Tout à fait. Oui, d'abord, le premier mot, c'est qu'il faut dire que ma famille et moi-même, on a été formidablement bien accueillis. Alors peut-être pour les raisons qu'on a évoquées, peut-être pas, mais en tout cas, ça a toujours été très, très chaleureux. Parce que je pense que les francophones ont un lien avec la France très fort encore. Oui. Et malgré eux, ils ont une double allégeance, vraiment. Et un lien compliqué. Et un lien compliqué. Ça dépend. Il y en a, je dirais, qui ont régler la question, et d'autres pour qui c'est encore quelque chose de difficile. Alors ça dépend effectivement s'ils sont venus il y a longtemps ou pas, c'est très... Mais même chez ceux qui sont venus il y a longtemps, il y a toujours par rapport à la France quelque chose souvent d'une espèce d'attraction-répulsion. Je t'aime moi non plus. Oui, c'est vraiment ça. Hein, c'est ça, et qui est à l'image des relations entre la France et Israël. Il y a quelque chose de passionnel dans cette relation-là. Avec le temps, si je peux me permettre de donner ma propre impression, avec le temps, on garde que le meilleur. Oui, c'est-à-dire qu'en fait, la richesse de la double culture. Voilà, cette nostalgie de la culture française, de la grandeur du pays, de la beauté aussi de ce pays. On oublie un petit peu tous les petits conflits qu'on peut rencontrer tout au long de cette relation, et on garde le meilleur. On garde le meilleur, qui est effectivement la dimension, essentiellement la dimension culturelle, c'est bien sûr historique, de profondeur et tout. Non, il y a une tension, parce qu'il y a une tension sur les positions politiques de la France, mais pour le reste, la relation, elle est plutôt bonne, en tout cas très, très intéressante, je trouve. Alors, elle se complique par les temps qui courent, parce que je trouve parce que ça je l'ai vécu en France comme directeur politique adjoint, depuis les attentats de Charlie Hebdo. Il y a quelque chose qui est devenu plus compliqué. Depuis surtout l'antisémitisme. Oui, parce que ça va avec en réalité, c'est que ça c'est monté en même temps. Alors, c'est quoi ce plus compliqué? En fait, vous apercevez que les attentats en France ont... ne remettent pas en cause l'existence même de la France.
il pose un problème quant à l'identité française, puisque les terroristes sont venus de France ou étaient nés en France. Les attentats ici ne sont pas un problème identitaire, c'est un problème existentiel. Lorsque vous avez une menace du Hezbollah, de l'Iran, du Hamas, de que sais-je, donc on n'est pas dans des menaces du même ordre. Et le problème de la communauté française, c'est qu'elle vit la double menace, pourrait-on dire. Pour ceux qui font des allers-retours, quand les gens sont en France, ils subissent, ils sentent quelque chose de l'antisémitisme. Et donc, il y a la question identitaire qui se pose, de plus pouvoir porter la kippa dans certaines banlieues, dans certains... Voilà. Donc, voilà. Et quand ils sont ici, eh bien, ils ont peur... Enfin, il y a cette possibilité d'une agression extérieure forte et qui leur fait craindre, en réalité, pour l'existence même d'Israël. Et donc, ils portent les deux à la fois. C'est-à-dire que ce qui fait d'ailleurs de la France un pays très particulier par rapport à Israël, comme je dis toujours, l'histoire a fait que la France est un pays sûr de son existence, mais aujourd'hui angoissé profondément par la pérennité de son identité, alors qu'Israël est un pays sûr de son identité et angoissé très profondément par la pérennité de son existence. Et donc vous avez entre identité et existence quelque chose en miroir dans lequel la communauté française, elle a presque, j'allais dire, la double angoisse et donc la double peine. Et il y a là quelque chose qui envoie une pression vers la France et accessoirement vers l'ambassadeur, qui est comment est-ce qu'on sort de cette tenaille, de cette espèce de cette tension, de cette tension. Et puis on attend beaucoup de vous en fait. Alors il faut rappeler peut-être qu'un ambassadeur, il peut pas tout faire. J'espère être à la hauteur des espoirs que je vois effectivement chez certaines personnes, et on va essayer de faire au mieux pour que à la fois l'image de la France ici s'améliore encore, voilà. Ce qui va d'ailleurs de pair avec l'image d'Israël en France, en réalité, même si ça n'est pas ma préoccupation première, c'est celle de l'ambassadrice d'Israël en France, mais on travaille ensemble parce qu'en fait, on voit bien qu'il y a des effets mimétiques d'aller-retour, mais il y a un problème d'image et il faut améliorer cette image. Et il y a un problème où concrètement, au quotidien, il faut faire en sorte que la communauté française se sente bien, se sente calme, je dirais, par rapport à cette double culture et profite au maximum de cette double culture, sans avoir à choisir. En fait. Il faut l'apaiser. Il y a un problème d'apaisement, je sens des tensions souvent. Individuellement, ça va, mais collectivement, je sens beaucoup de choses de cette nature. Et je vois l'appétence, l'envie de produits culturels français. On l'a vu encore plus pendant le Covid. Enfin, c'est-à-dire le cinéma, tout le monde était preneur. Et moi, je suis très content de cette vivacité-là, si je puis dire. Et je me dis simplement, il n'y a pas à choisir, il n'y a pas à faire des choix, à rejeter l'un pour... Évidemment, il faut apprendre à vivre avec ces deux choses et les deux aspects positifs, le mieux des deux mondes. Vous voyez, il y a des gens qui ont fait leur alia. Alors, généralement, quand les gens font leur alia, il y a plusieurs raisons mêlées. Mais il faut regarder la raison principale. De plus en plus maintenant, c'est antisémitisme et peur de l'insécurité. Au moins 50%. C'est ça, c'est quitter la France. Il y a là quelque chose de dommage parce que après, on est dans une relation bizarre avec la France si on la quitte pour ça. Alors il y en a qui viennent très positivement. Je veux dire, c'est la Startup Nation. Alors mes enfants auront un meilleur avenir ici. Il y en a pour des raisons religieuses. Je veux vivre sur la terre de mes ancêtres, etc. Mais quand ils partent parce qu'il y a un côté, non, la France, ça se dégrade tôt en matière d'antisémitisme. Où la France ne me protège plus. Là, c'est dommage, parce qu'effectivement, on va partir avec une sorte de ressentiment, quelque chose qui est... Voilà. Donc, j'espère qu'on va pouvoir apaiser tout cela. Et vous pensez qu'une visite du président français, d'Emmanuel Macron en Israël, pourrait justement apaiser un petit peu cette tension ? Oui, je pense visite qu'on attendait. Oui, mais dans la plusieurs première fois. Si vous voulez... Il y a une nécessité de travailler les visites au plus haut niveau, donc le président et les ministres, parce que
les symboles, c'est fondamental dans la relation. Et quand le président de la République est allé au Kotel, qu'est-ce qu'il a montré ? Il a montré qu'il ne considérait pas Israël comme un pays de 70 ans, mais qu'il y avait une légitimité à la présence du peuple juif sur cette terre depuis 3000 ans. Et c'est autre chose. Et à ce moment-là, un début de la suspicion vis-à-vis de la France. Même si ça s'est pas très bien passé au Kotel. Non, mais ça, au Kotel, si. Au Kotel, si, oui, disons sur la route, sur le chemin du Kotel. C'était vraiment, j'y étais. Enfin, c'était rien du tout. Mais on a fait. Bon, après, on a fait. La presse aime bien voilà, écrire des grandes histoires avec des petits détails. Et là, c'est toute petite histoire celle-là. Et non, je crois qu'il va revenir. Il a dit qu'il allait revenir et qu'il faudra continuer dans la symbolique parce que il faut travailler sur 3 choses dans la suspicion. D'abord, depuis toujours, la question de la sécurité d'Israël. En fait, depuis De Gaulle, et sa phrase est l'embargo en 67, il y a une suspicion. Oui, il y a une suspicion. C'est-à-dire, oui, tous les présidents de la République depuis disent que la sécurité d'Israël les préoccupe considérablement, que jamais ils transigeront là-dessus. Et bien malgré le fait qu'on le répète sans arrêt, il y a toujours cette idée que la France, est-ce que vraiment elle est préoccupée par la sécurité d'Israël ? Alors, je sais de l'intérieur que c'est vrai, mais c'est compliqué de l'expliquer et je pense qu'il faudra travailler la dimension symbolique pour le montrer, donc aller encore plus loin dans les symboles lors de la prochaine visite. On a quelques idées sur le sujet. Il y a la question de l'antisémitisme en France. Et ça qui ne peut pas se résoudre du jour au lendemain. Qui ne peut pas se résoudre, c'est très long, c'est très difficile. On était à une réunion avant la crise du Covid avec David de Rothschild. Et David de Rothschild, et il faut l'entendre parce que c'est un Rothschild qui le dit cette phrase. Je ne sais pas comment on lutte contre l'antisémitisme. Il faut l'entendre. Et oui, pourquoi ? Parce que l'antisémitisme, c'est quelque chose qui relève de tas de facteurs différents, à commencer sans doute par la névrose des antisémites ou des anti-juifs qui éprouvent le besoin de trouver un bouc émissaire à tout ce qui leur arrive. Donc c'est quelque chose effectivement d'assez compliqué. Donc il y a cette idée qu'il faut apaiser et puis les gens sont encore dans des représentations totalement passées. Dire vous savez, c'est tout ce qu'il y a sur la politique arabe de la France. Mais enfin, il faut moderniser tout ça. On est dans la représentation d'une politique arabe de la France. En aucune façon, on est dans quelque chose d'un choix entre Israël et les pays arabes. Enfin, c'est pas vrai du tout. C'est totalement dépassé. Justement. Mais voilà, les idées. Et les idées, j'allais dire post-gaullistes, post-période gaulliste, ont la vie dure dans ce pays. Oui. Tout à fait. Alors, c'est le mot de la fin que je vais vous offrir, monsieur l'ambassadeur. Si vous aviez un message à faire passer en ce jour du 14 juillet, un message au peuple israélien, qu'est-ce que vous aimeriez leur dire ? Parce que leur apprendre la révolution, par exemple, au peuple israélien, ce serait pas mal, non ? Oui, c'est surtout que la révolution n'a pas été neutre après sur le statut des Juifs. Mais tout à fait. Oui. Elle leur a offert une vraie identité. Oui, absolument. Non, je crois que on peut profiter de ce jour pour dire combien la France et Israël ont en commun et combien il faut travailler sur les valeurs communes, le sens de la justice, la question des droits humains, la considération qu'il y a pour la personne humaine. Tout cela nous rapproche considérablement et fait que nous n'avons pas, selon moi, d'autre choix que de travailler ensemble devant les grands défis du jour. À commencer par l'antisémitisme dont on vient de parler, à commencer par le terrorisme islamiste, nous devons absolument travailler ensemble et les deux pays ont vocation, je le crois très profondément, à le faire tellement ils se retrouvent sur l'essentiel et tellement justement la communauté française peut faire lien
entre les deux Tout à fait. et travailler sur ces sujets avec son intelligence et son génie propre. Monsieur Éric Danon, monsieur l'ambassadeur de France en Israël, je vous remercie de nous avoir confié Merci à vous. un petit peu vos secrets personnels. Merci pour ce moment d'émotion aussi. Merci. Et à très bientôt sur les ondes de Cannes. Et une très bonne fête nationale pour la France. Et bonne fête de 14 juillet à tous les Français et les Israéliens qui ont envie de se joindre à nous pour la célébrer.